L'endométriose, jour numéro 5. Bonjour à tous, je suis Cédric Maïdiette, diététicien nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans. Alors, aujourd'hui, vendredi, c'est la semaine récapitulative de l'endométriose. On va revoir un peu tout ça. Alors, avant tout, si vous voulez souhaiter télécharger mes deux e-books, eh ben, vous pouvez trouver le lien juste en dessous, tout comme si vous souhaitez avoir une consultation avec moi en ligne qu'on peut faire exactement comme je parle avec vous, c'est-à-dire vous serez derrière la caméra. Alors, on revient à notre endométriose. Alors, lundi, je parlais de la présentation générale. Mardi, pardon, c'est vrai que lundi, c'était congé, donc j'avais commencé mes vidéos le mardi. Alors, c'est un problème féminin uniquement qui est présent chez une femme sur 10 et qui est délicat à déceler tout simplement au niveau du diagnostic et des symptômes qui ne sont pas réellement clairs, si on peut dire. Alors, plus précisément, en fait, il s'agit de la présence anormale d'un tissu utérin en dehors de sa cavité utérine qui est l'endomètre, tout simplement. Donc en fait, on peut le trouver dans le cadre d'une endométriose dans différents endroits comme les ovaires, les ligaments utérosacrés, mais également sur le rectum, la vessie, le vagin, et on a trouvé même certains cas dans les poumons. Alors bien évidemment, c'est un tissu qui n'a rien à faire ici. En fait, ce tissu, donc on appelle l'endomètre, et donc même s'il est dans d'autres endroits, il réagira exactement pareil à l'influence en fait des hormones sexuelles qui sont sécrétées chaque mois chez la femme. Mais le problème, c'est que quand il ne se trouve pas à l'endroit où il doit être, eh ben, il ne peut pas être évacué par les voies naturelles. Donc c'est un peu ça le problème, et du coup ça crée un pic. Je m'excuse, il y a des travaux chez moi, donc s'il y a ce petit bruit, c'est normal. Mais ils en font toute la journée, donc voilà pourquoi il y a peut-être ce bruit. Donc je reviens, donc et voilà, le problème en fait, vraiment le pic, souvent des douleurs et des inflammations, c'est vraiment quand eh ben, ce tissu doit partir, si c'est le cas, en fait, à la fin des règles, tout simplement. Donc voilà, des douleurs peuvent apparaître souvent au pic de la sécrétion des hormones, tout simplement, et vous avez un pic d'inflammation qui est en rapport complet avec le pic, très souvent, de la douleur. Alors en fait, le diagnostic est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes qui ont une endométriose, mais qui n'ont aucun symptôme. Alors que vous en avez d'autres qui ont des symptômes de l'endométriose, mais qui n'ont pas de signes cliniques. Donc c'est vraiment pas facile à diagnostiquer, d'autant plus que la prise en fait de contraceptifs, notamment oraux, enfin de contraceptifs hormonaux plutôt, pardon, brouille carrément la piste. Donc vous voyez très bien que c'est vraiment pas simple à déceler, et puis il nous faut encore pas mal de recherches sur l'endométriose pour vraiment être sûr de là où on va, comme on dit. Alors mardi, je vous avais parlé des symptômes diagnostiques et la cause de l'endométriose. Alors en fait, le symptôme principal d'une endométriose notamment, c'est des douleurs lors de rapports sexuels notamment, enfin pas que, hein, et ou de la miction, c'est-à-dire quand vous allez uriner, et que ça se rapproche d'une douleur d'une infection urinaire alors qu'il n'y a absolument pas, évidemment, d'infection urinaire et de bactéries. Donc le symptôme également des douleurs quand on est au pic de votre sécrétion hormonale. Et voilà, comme on l'avait dit juste avant, c'est étonnant parce que des fois, vous avez des formes qui sont complètement asymptomatiques. Ça veut dire que vous n'avez aucun symptôme, mais vous avez l'endométriose, ce qui rend un diagnostic et des statistiques épidémiologiques encore plus ardus, en fait, à établir, si on peut dire. En fait, certaines femmes, elles se tournent vers un gynécologue quand elles ont du mal à tomber enceinte, et une incapacité, on va dire, une faiblesse vraiment de tomber enceinte. Et dans beaucoup de cas, c'est là que l'endométriose est diagnostiquée, tout simplement. Alors, il faut savoir que les femmes qui ont une endométriose n'ont pas forcément moins de chances d'avoir des enfants. Cependant, il semblerait qu'elles aient davantage de fausses couches que la moyenne. Alors, les deux seuls surtout les deux seuls tests qu'on peut faire, qu'on peut dire examen, c'est une IRM, ça permet vraiment de savoir s'il y a du tissu utérin à un autre endroit que dans l'endomètre, d'accord. Ou sinon, vous avez également la biopsie. Le problème de la biopsie, c'est que c'est quand même invasif, mais là, au moins, on a un diagnostic qui est clair et précis. Cependant, faut voir après si vous pouvez le faire, tout simplement. Voilà, donc même si la certitude en termes de cause n'est vraiment pas établie, une exposition à des perturbateurs endocriniens de toutes sortes qu'elles soient, donc des polluants qu'on retrouve aussi bien d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue, enfin quand je dis alimentaire liquide, ça veut dire de ce qu'on boit, enfin en gros c'est de la pollution. La pollution aux perturbateurs endocriniens serait une cause vraiment de recherche, et
tout en ayant en parallèle, évidemment, une faiblesse génétique sur ce point-là. Mais il n'y a pas une vraie cause complètement établie pour le moment. Alors hier, je vous avais parlé des traitements médicamenteux et des solutions naturelles qui peuvent fonctionner dans une globalité en jouant notamment sur plusieurs sphères. Alors, en fait, les traitements conventionnels efficaces, sans effet secondaire, en fait, peinent un peu à sortir. Comme on connaît évidemment pas au mieux la pathologie, et ben évidemment, faire sortir un traitement qui fonctionne bien, bah, c'est également un peu difficile. Alors, ce qui est donné le plus fréquemment, c'est un traitement hormonal, tout simplement, qui consiste tout simplement à supprimer les règles. On appelle ça une ménopause artificielle. Elle peut apporter en fait des résultats sur inhiber complètement la prolifération des cellules hors de la zone, et les symptômes au pic de l'ovulation n'apparaissent plus parce qu'évidemment vous n'avez plus de cycle tout simplement. Donc c'est vrai que ça peut être un peu, il y a beaucoup d'effets secondaires, hein, surtout si vous êtes jeune. C'est vrai que bah, vous avez tous les effets secondaires d'une ménopause tout simplement, quelle qu'elle soit. Donc voilà, et en plus de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Donc c'est vrai que suivant votre âge, ça peut être embêtant dans ce cas-là. Après, les autres pistes qui sont un peu plus, enfin les autres solutions qui peuvent être un peu plus radicales, c'est le laser, tout simplement. Ben, on va cibler les endroits au laser pour les détruire, et on peut même également faire une ablation, c'est-à-dire enlever vraiment la zone concernée, ou même l'utérus dans certains cas, dans les cas, on va dire, les plus avancés et qui deviennent les plus handicapants pour vous. Et après, d'un point de vue symptomatologique, et là où malheureusement on ne résout pas la cause, et ben on va prendre tout simplement des antalgiques et des anti-inflammatoires sous forme, sous quelque forme que ce soit, mais au moment vraiment du pic, quand on a vraiment très très mal. Mais bien évidemment, ceci n'est pas une solution pérenne, parce que la cause n'est pas stoppée, tout simplement. Alors après, d'un point de vue, on va dire naturopathique, si on peut dire, point de vue solution naturelle, on va faire plus de la globalité. D'accord? C'est-à-dire que déjà, si vous avez une endométriose que vous avez, mais qui est sous forme d'un excès d'hormones, c'est-à-dire que vous avez trop d'hormones, et ben c'est vraiment le foie qu'il faut regarder. Pourquoi? Parce que le foie, c'est vraiment l'organe, bah, notamment de digestif, bien évidemment, mais c'est lui également qui permet d'éliminer et de détruire tous les excès d'hormones en tout genre dans notre corps. Donc déjà, lui, s'il fonctionne bien, bah, on va on sait que déjà, lui n'est pas le facteur limitant. Donc moi, je conseille tout simplement d'aller dans un magasin bio, d'accord, et vous faites comment ça s'appelle? Vous faites votre cure, vous vous renseignez sur telle ou telle plante. Pour moi, pour le foie, il n'y a pas une plante mieux que d'autres. Simplement, ce que je vous recommande, c'est d'avoir une synergie de plantes, parce que quand on a une synergie de plantes qui travaillent pour la même sphère, et ben souvent, et ben, le travail d'élimination et de nettoyage de l'organe, je trouve, est mieux fait. Donc, à faire également, éventuellement, à tester, hein, une fois par an, 2 fois par an, voire à chaque changement de saison. Dans certains cas, en fait, d'endométriose, eh ben, c'est effectivement une déficience de progestérone qui en est la cause. Dans ce cas-là, en extrait de plante, le gâtillier fonctionne vraiment bien. Et moi, ce que j'aime bien également, c'est le bourgeon. Donc, on appelle ça la gémothérapie de framboisier, que j'affectionne particulièrement. Ce que j'aime vraiment chez les bourgeons, c'est qu'ils ont tous les bienfaits des plantes, mais en plus de ça, ils ont des petites hormones nécessaires à leur croissance qui font toute la différence. Et excusez-moi, c'est vraiment pour ça que sur tout ce qui est vraiment régulateur, notamment hormonal et immunitaire, je trouve que la gémothérapie est super. Après, dans les cas vraiment de crise, de douleur, vous pouvez également prendre des antioxydants. Pourquoi? Eh ben, parce que dès que vous avez un pic inflammatoire, vous avez une fabrication de stress oxydatif et donc de radicaux libres qui est très très puissante, et c'est elle qui entraîne l'entretien de la douleur. Donc, prendre des molécules qui tamponnent cet excès de radicaux libres et stress oxydatif est vraiment recommandé. Donc, prendre des antioxydants naturels en gélule ou liposomales, mais normodosés. Pas la peine de prendre la vitamine C à 2 ou 3 grammes en une prise, parce que ça, c'est une bêtise monstre. Vaut mieux prendre 250 grammes par prise, mais toutes les 3, 4, 5 heures, tout dépend de votre cas. D'accord? Parce que bien évidemment, si vous amenez une très grosse quantité en une fois, et ben, votre corps ne sait pas tout gérer en une fois, parce que si vous amenez 2 grammes de vitamine C en une fois, à part si elle est liposomale, bien évidemment, et ben, en termes naturels, c'est-à-dire si vous prenez 2 grammes de vitamine C en termes de quantité d'orange, c'est absolument gigantesque, et le corps n'a pas la capacité à recevoir autant de kilos d'orange en une fois, si on peut dire. Donc, prenez pas forcément les plus hauts dosages, mais surtout fractionnez-les. C'est là où il y a la meilleure assimilation, et préférez vraiment des marques françaises en termes de qualité. C'est clair et net que tous les laboratoires français sont vraiment très très bons. Après, pendant les règles, on peut également faire des petits massages au niveau vraiment local.
Moi, ce que je conseille, c'est favoriser vraiment la circulation sanguine pour favoriser l'élimination et également détendre la sphère en question. D'accord. Donc déjà, faire des massages à la main, c'est très bien parce qu'on active déjà, bien évidemment. Après, je pense que dans votre cas, il faudra partir sur une huile végétale. Moi, j'aime bien l'huile végétale de calophylle ou tamanu, qui est vraiment une huile euh, qui favorise vraiment la circulation sanguine, qui est très utilisée en Polynésie notamment. Vous rajoutez du magnésium transcutané, qui est du magnésium qui est sous forme liquide et qu'on peut mettre en massage, et avec de l'huile essentielle d'estragon notamment. Bien évidemment, dès qu'il y a de l'huile essentielle, il faut tester sur un petit bout de peau, et si c'est ok, vous pourrez faire votre massage. Donc ça à faire au moment où vous avez le plus mal à l'endroit localement, tout simplement. D'accord. Donc, bien évidemment, les compléments alimentaires ou même les traitements allopathiques fonctionnent, mais le mieux vraiment, c'est avoir une alimentation qui est complètement adaptée. Vous aurez vraiment une amplification des résultats parce que vous avez une bonne base déjà au niveau nutritionnel et vous avez des constantes sanguines qui sont bonnes. Alors, on va favoriser déjà tout ce qui stimule l'élimination de manière globale, l'élimination générale, donc c'est tout ce qui contient des fibres. Donc principalement, ça sera les fruits et légumes. Et l'avantage de ces groupes d'aliments, c'est qu'ils contiennent beaucoup de vitamines et minéraux et ils se trouvent antioxydants. Donc vous avez déjà par le biais des fibres favorisé l'élimination de ce que votre corps doit éliminer. Et en plus de ça, ça vous permet de tamponner ces fameux excès de radicaux libres que vous avez quand vous avez un pic d'inflammation. Donc après, comme l'endométriose en fait est une pathologie avec un statut inflammatoire qui est chronique, il faut vraiment avoir une alimentation pas du tout inflammatrice, si on peut dire. Donc, tester, ça c'est le seul moyen. On parle beaucoup de gluten et de produits laitiers, donc principalement du lactose. C'est vrai qu'il faut essayer, tout simplement. D'accord. C'est vrai que, notamment le gluten, maintenant, si vous achetez de l'alimentation conventionnelle, c'est à la base même, c'est-à-dire votre blé est déjà transformé d'un point de vue génétique pour avoir plus de gluten et favoriser une transformation d'un point de vue industriel bien plus facile. Donc, ce gluten-là, est en trop grosse quantité dans l'alimentation et de ce fait-là, votre corps ne sait pas le gérer, d'où ce qui peut avoir notamment ce qu'on sait, c'est-à-dire tout ce qui est maladie inflammatoire chronique et tout ça. D'accord. Et pour le lactose, c'est pareil, le lactose n'est pas forcément un sucre à prendre à l'âge adulte. Donc testez ça sur 2 mois. Comme on dit, ça coûte rien, c'est un peu contraignant, mais ça peut vraiment apporter du bienfait, notamment dans tout ce qui est maladie inflammatoire chronique et l'endométriose en est le cas. Après, comme on dit, on se gave d'oméga 3, d'accord. Moi, principalement, je conseille les oméga 3 végétaux. Donc, l'huile de noix et de colza, c'est vraiment celle que je recommande. Vraiment, allez-y à toutes les sauces, midi et soir, sans problème. C'est des graisses qui, en plus, vous font pas grossir et ont un fort pouvoir anti-inflammatoire. Vous pouvez, le cas échéant, quand vraiment vous avez des pics, prendre sous forme également de gélules pour encore enrichir cet apport en oméga 3. On n'a pas de souci d'excès dans ce cas-là. Et le quatrième point que je conseille, c'est bien évidemment poivre et curcuma, qui sont des éternels anti-inflammatoires naturels archi connus et reconnus, que vous pouvez évidemment cuisiner, mais c'est pareil. Dans le cas d'une crise, il en a pas assez quand vous saupoudrez simplement. Il faut en prendre sous forme de gélule ou de liquide, qui est la forme la plus puissante, mais aussi la plus chère. Donc peut-être à garder simplement quand vous avez des pics, tout simplement. Voilà, alors vous l'avez compris, l'endométriose, c'est une maladie qui est vraiment complexe. Déjà, on la connaît pas au mieux, si on peut dire. Donc, c'est vrai que les traitements ne peuvent pas être, on va dire, au mieux sur les données scientifiques manquantes. Donc, c'est pour ça qu'avoir un protocole vraiment, comme on peut le voir d'un point de vue plutôt naturel et sur plusieurs sphères, on a plus de chances que ça fonctionne, tout simplement. Voilà pour cette semaine de l'endométriose. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Ou si vous avez des idées de sujets, n'hésitez également pas. Ça me ferait plaisir et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.